Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch TD Actu dans le fauteuil. Nikinia Simiong, très heureux de vous retrouver après donc quelques problèmes techniques et on s'en excuse. Voilà donc pour cette mini interruption malheureusement. Donc là on démarre l'émission avec 10 minutes de retard. Bon, on va essayer de tout rattraper car on a un programme très chargé, en tout cas dans le fauteuil de cette semaine. Une semaine en plus où il y a des super matchs. Donc, il n'y a aucune raison voilà, de ne pas faire cette émission. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, en tout cas, de nouveau la bienvenue dans le chat. Mais voilà, en tout cas, je vois que vous étiez très nombreux à en discuter, notamment du choc entre les Steelers et les Ravens qui va être diffusé sur M6+, en compagnie de Raphaël Masmejean et de Raoul Villeroy. Je rappelle toujours que cette émission est sponsorisée par Unibet, notre partenaire de paris en ligne. Et puis, on aura également dans ce programme donc le débrief du match entre les Eagles et les Commanders. On aura également les paris avec Unibet. On aura également l'avant-match avec les matchs de 19h, 22h et 2h du matin, plus le Monday Night Football. Et puis enfin, pour terminer, un quiz également avec, avec donc des cadeaux à gagner, en tout cas des pins, en tout cas, enfin des goodies plutôt, pardon, à gagner. Voilà, donc on va essayer de faire ça, de bonne manière, en tout cas, avec vous, en tout cas, et ce quiz donc qui va clôturer. Donc le fauteuil. Alors on va faire très vite donc pour l'actualité de la semaine avant d'accueillir Kevin pour le débrief de match Eagles Commanders. On va aller directement dans le jour de match. Camille, si tu veux bien, donc pour afficher voilà l'actualité. Alors oui, on avait prévu d'abord le retour d'Anthony Richardson aux affaires, mais voilà. Sinon, je veux bien que tu affiches le jour du match, notamment avec le retour notamment de Christian Barmore, voilà, et une retraite surprise. Donc, on parlera de la retraite tout à l'heure. Mais voilà, en ce qui concerne les retours, on a le défensif tackle des Patriots qui revient au bon moment, puisque les Patriots viennent de remporter leur match face aux Bears de Chicago 19-3. Donc, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour la défense des Patriots. Et on a également Aaron Jones et Sam Darnold qui sont aptes pour le match face au Tennessee Titans. Et parmi les absents, Jaire Alexander, normalement, devrait être absent pour le match des Packers. Et puis également Harrison Butker qui devrait être absent. Le kicker, derrière, il était même placé sur la liste des blessés. Parmi les joueurs qui ne devraient pas jouer ce dimanche, donc, malheureusement, du côté des 49ers, on pensait que tout le monde était de retour. Mais finalement, non. George Kittle est blessé au ischio, donc il ne sera pas là pour ce match face à l'équipe des Seahawks de Seattle dans un duel de division. On a également Dalton Kincaid, un autre Tyen qui est absent du côté des Bills. Alors, si tu veux bien remonter un peu plus haut, également, on a Isaiah Pacheco, toujours absent du côté des Chiefs de Kansas City. Du côté de Jacksonville Jaguars, on a également Tank Bixby qui est absent, le running back remplaçant de Travis Etienne. On a également un autre Tyen qui est absent. Décidément, les Tyens sont assez touchés par cette vague de blessures cette semaine. On sait Sam Laporta, le Tyen des Lions. Bon, est-ce que ça va changer quelque chose à l'attaque des Lions? Je ne sais pas trop, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sam Laporta, malheureusement, est absent. Bonjour tout le monde, ouais, bonjour Magnepsy également. Voilà, moi, je suis réapparu après 10 minutes d'interruption. Et puis, une mauvaise nouvelle aussi sur la ligne offensive des Rams avec Rob Havenstein qui est absent, le tackle. Attention, ça peut avoir une incidence sur la protection de Matthew Stafford. Parmi les joueurs qui devraient jouer, notamment, il y a Jaylen Warren, le running back des Steelers,
qui devrait jouer. Il était incertain en raison d'une blessure au dos. Ça devrait le faire normalement pour le running back remplaçant de Najee Harris. Voilà donc pour les blessés. Et puis, on a également un retraité, surprise, on va dire, avec Connor Williams, le centre des Seahawks, qui malheureusement prend sa retraite pour raison personnelle, après avoir, voilà, c'est selon son entraîneur Mike McDonald, on ne sait pas trop. Il avait signé aux Seahawks à l'intersaison, l'ancien joueur de Dallas. Donc, ouais, il avait pourtant joué tous les matchs de Seattle. C'est un peu surprenant de voir cette nouvelle. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, il avait une blessure euh, durant le match. Pourtant, les Seahawks étaient en semaine de repos la semaine dernière. Donc, c'est un peu surprenant. Et puis, il y a également une coupe juste au-dessus, là, que vous voyez sur l'écran. C'est Tyquan Thornton, coupé par les Patriots, alors que c'est un ancien deuxième tour de draft. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais pu prendre le dessus sur des Jalen Polk ou des Keishon Boutte, voire des Kendrick Bourne. Donc, c'est un peu un échec, on va dire, en ce qui le concerne, pour lancer un deuxième tour de draft des Patriots. Voilà donc pour l'actualité très courte, on va dire, de cette semaine. Et puis, on va donc débriefer le match entre les Eagles et les Commanders. Et je me demande s'il est là à mes côtés pour ce match. Je ne sais pas trop s'il est là, en tout cas, mais on va l'accueillir rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, Kevin Renaudet qui va être là pendant quasiment toute la majorité de l'émission. Donc, bon, on va attendre, mais en tout cas, pour le match entre les Eagles et les Commanders, un duel NFCS. Bon, c'était pas le meilleur match que la NFL nous ait proposé un jeudi. L'affiche avait l'air alléchante sur le papier, mais malheureusement sur le terrain, il fallait attendre trois quarts temps avant que le match, on va dire, se lance. Donc, donc voilà. Kevin va arriver d'une minute à l'autre. Donc, si on résume le match, on va aller directement dans le dernier quart-temps. Voilà, le quatrième quart-temps avec cette mauvaise exécution des Commanders sur cette quatrième et deux et qui malheureusement stoppe l'attaque des Commanders. Malheureusement, ça a provoqué une déferlante ensuite chez les Eagles, c'est-à-dire un touchdown de Saquon Barkley, une interception de Jalen Daniels, et puis ensuite de nouveau un touchdown de Saquon Barkley. Donc l'écart grimpe à 26-10 et les Commanders ne reviendront plus malgré le touchdown de Zach Ertz en fin de match. Voilà le tie-in après avec une réception spectaculaire pour la conversion à 2 points que je vous conseille de regarder parce que voilà, c'était en tout cas une action assez spectaculaire. Donc, sur le résumé, Saquon Barkley décisif, en tout cas sur Touchdown Actu, c'était ça. Oui, effectivement, il a été décisif, Saquon Barkley, en tout cas, vu le match qu'il a fait, c'est assez impressionnant. Ah bah le voilà, Kevin, enfin, je le vois. Il va faire le résumé à mes côtés. Déjà, Kevin, comment vas-tu? Et puis, comment ça va? Bah, écoute, ça va super bien. On est à nouveau paré pour un super dimanche. Exactement, un nouveau parade pour un super dimanche avec des jolis maillots comme d'habitude. Juste derrière toi, des super joueurs, sauf Kittle qui malheureusement ne sera pas là ce week-end. Bon, c'est un peu Ouais, dommage. un peu Ouais, triste, un peu triste. ouais, voilà. Donc Kevin, je faisais un peu le débrief un peu en solitaire du match entre les Eagles et les Commanders. Une victoire donc des Eagles 26-18 avec un très bon Saquon Barkley. Je faisais un peu la fin du match avec ce quatrième quart-temps où il y avait ce stop, on va dire, des Eagles à 10 minutes, une dizaine de minutes de la fin du match. Et ça a provoqué donc 2 touchdowns, plus une interception de Jaden Daniels interceptée par Reed Blankenship. Clairement, sur ce match, hein, on ne va pas chercher très loin. Saquon Barkley, c'est l'homme du match. Et après, la défense a fait le reste. Ouais, bah l'équipe la plus talentueuse a gagné, j'ai envie de dire.
On a vu des Commanders quand même très agressifs en début de match, des Eagles qui sont un peu sur leur lancée de cette saison, je trouve, où malgré leur talent, on ressort souvent un petit peu déçu de leurs prestations, mais avec l'écart de talent, ça finit par faire la différence. Et on l'a vu, Washington a tenu tout ce qu'ils ont pu, mais oui, trop de bons joueurs en face pour pouvoir tous les tenir pendant tout le match. Oui, trop de bons joueurs. En attaque, Saquon Barkley. Moi, j'ai un petit bémol sur cette victoire, c'est la prestation de Jalen Hurts, parce que il a peut-être mis un touchdown à la course, mais bon, on va pas se mentir, c'est un peu Saquon Barkley qui a fait l'essentiel du travail pour l'amener juste proche du touchdown. Il aurait pu inscrire un triplé, en fait. Donc Jalen Hurts, il a peut-être son touchdown à la course, mais finalement, sur le reste de match, qu'est-ce qu'on peut penser un peu de son match là, face à cette défense des Commanders? Ouais, bah c'est toujours un petit peu décevant cette saison de Jalen Hurts. Il a du mal à prendre son envol, j'ai l'impression. Pourtant, il est quand même très bien entouré. Maintenant, il a même un jeu au sol ultra efficace. La ligne, bon, elle est moins forte, on va pas se mentir. Le départ de Jason Kelsey fait de l'effet, c'est certain, mais malgré tout, oui, Jalen Hurts, il a du mal à confirmer son nouveau statut de joueur star dans cette ligue. Voilà, il parvient quand même avec ses qualités de course à faire quelques différences et à malgré tout faire gagner son équipe, mais on se demande quand même qu'est-ce que ça va donner face aux tout meilleurs de la conférence, que les Lions par exemple, comment les Eagles peuvent s'en sortir avec ce qu'ils montrent en ce moment. Alors, 5 réceptions, 65 yards pour A.J. Brown, 5 réceptions, 61 yards pour Dallas Goedert, seulement 29 yards pour Devonta Smith, alors que pourtant c'est un joueur qui produit plutôt pas mal hein, du côté de l'attaque des Eagles. Et donc, c'est surtout la défense aussi des Eagles qui a fait l'essentiel du boulot, et notamment un Zach Bone au four et au moulin. Ouais, Zach Bone qui est la recrue surprise un peu des Eagles. Alors bon, il avait montré quelques belles choses déjà, mais quand même cette année au sein de cette défense des Eagles, si on voit quasiment que lui, peut-être pas lui qu'on attendait plus cette saison dans cette défense, mais c'est clairement lui qui performe le mieux et il est impressionnant. Oui, il a encore porté cette défense face aux Commanders. Alors, dans le résumé, là, c'est marqué par l'excellent Alain Mattei qui nous dit les Commanders bousculés puis fatigués. Est-ce que tu les as sentis fatigués ou est-ce que c'est, comme tu l'as dit, est-ce que c'est vraiment un manque d'expérience à ce niveau-là dans le quatrième quart-temps et le fait que on n'est plus très lucide, on n'arrive plus à trouver des joueurs qui pouvaient faire la différence. Par exemple, un certain Terry McLaurin, limité à seulement 10 yards. C'est pas beaucoup quand même pour un joueur censé être un receveur numéro un. Donc, est-ce que finalement la raison est toute trouvée? C'est l'attaque qui a été muselée par la défense pour expliquer la défaite des Commanders. Oui, bah après, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer aussi un bon coup de pression sur les Commanders. On est en prime time devant le pays entier, on est face à un gros rival de division. C'est quand même compliqué. On a un quarterback rookie à qui on a demandé d'en faire un peu plus. Habituellement, il est quand même dans son fauteuil, il fait ce qu'il aime faire, il sait ce qu'il sait faire. Là, il a fallu qu'il prenne le jeu à son compte face à une des équipes les plus talentueuses de la ligue. Donc voilà, on a quand même demandé beaucoup à cette attaque. Oui, c'est vrai, la connexion avec Terry McLaurin a été décevante cette semaine alors qu'elle avait été complètement explosive les semaines précédentes. Mais voilà, il y avait un gros adversaire en face. Et oui, aujourd'hui, les Commanders ont pris un nouveau statut et ça peut être difficile de le confirmer chaque semaine, surtout quand on a des matchs face à des équipes aussi fortes. Voilà, ils avaient pourtant bien débuté avec le touchdown de Brian Robinson, 16 courses, 63 yards. Et le meilleur receveur, c'est un coureur. C'est Austin Eckler avec 89 yards. Mais on va dire que la réception à 34 yards a bien contribué, on va dire, à cela. Un mot aussi sur la défense des Commanders avec un Frankie Louvu, là aussi au four et au moulin, un peu comme Zach Bone. Mais est-ce que malheureusement la défense au sol, qui est l'un des points faibles malheureusement des Commanders, a une nouvelle fois montré que c'était un peu le talon d'Achille de cette équipe et que la défense de Dan Quinn connaît son domaine de progression pour les semaines à venir. Ouais, bah clairement, c'est là que ça se joue pour eux, surtout en voyant des éventuels playoffs arriver. Ça va être vraiment la chose à travailler. Après, voilà, quand ton point faible, c'est la défense contre la course et que tu te manges Saquon Barkley toute la soirée, ça peut devenir compliqué. Barkley est intenable, même pour les meilleures défenses contre la course, donc Washington a fait ce qu'ils ont pu. Mais et d'ailleurs, ils l'ont plutôt bien tenu pendant une première partie de match, mais au bout d'un moment, ça finit par se payer cher et Barkley leur a laissé aucune chance.
Et dernière remarque d'ailleurs, Kevin, sur les Commanders, zéro victoire contre les équipes à plus de 50%. Donc, bon, on va dire qu'ils ont fait le travail, au moins sur les 7 victoires contre des équipes à moins de 50%. Bon, il y avait les Bengals notamment dans le lot, mais au moins c'est une victoire tout de même. Est-ce que finalement on peut dire que la marche était trop haute finalement? Ouais, bah après, c'est leur première saison, c'est un peu leur saison de naissance. On sort de plusieurs années de marasme du côté de Washington. Là, il y a un peu de vie. Au moins, ils ont assumé contre des équipes potentiellement de leur niveau ou peut-être légèrement inférieures, ce qui n'est jamais facile en NFL. Au nombre de surprises qu'on voit chaque semaine, c'est jamais facile, peu importe l'adversaire. Là, Hmm. oui, tu prends les Eagles qui sont parmi les équipes qu'on cite pour aller au Super Bowl, c'est difficile. Oui, ils ont peut-être pris leurs limites pour cette année, mais voilà, la saison est encore longue et comme je le disais, il y a des playoffs qui arrivent et c'est là que ça va vraiment compter pour eux. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Commanders font tout de même une très belle saison. Voilà, cette défaite n'entachera en rien la superbe saison que font l'équipe de Dan Quinn avec Jada Daniels aux commandes. Par contre, les Eagles, ils mettent la main sur la NFC Est avec cette huitième victoire de la saison. Et on sent que c'est une équipe mais vraiment complète pour conclure ce débrief, Kevin. Est-ce que, alors, on a un peu d'inquiétude sur Jalen Hurts et donc finalement, Nick Sirianni et son staff, c'est juste en fait faire peut-être remettre Jalen Hurts sur le droit chemin pour peut-être pourquoi pas aller très loin. Ouais, bah, ils sont vraiment difficiles à juger parce que l'impression visuelle laisse présager qu'il y a vraiment des choses à améliorer un peu partout. Malgré tout, ils sont à 8 victoires en 10 matchs. Ils trouvent toujours un moyen de s'imposer. Ils finissent les matchs très forts. Et oui, c'est une équipe ultra complète. En NFC, il n'y a pas beaucoup d'équivalents hein. En termes de talent pur, il y a les Lions, les 49ers, peut-être un peu les Packers et encore. Et ça se finit, c'est fini à ce moment-là. Donc oui, les Eagles, honnêtement, il va falloir aller les chercher. Mais malgré tout, ils laissent quand même cette impression visuelle de se dire, ils peuvent être tapés par n'importe qui à n'importe quelle semaine. Donc C'est ça, on va ouais, voir. c'est vrai. Donc ils ont la main en tout cas sur la NFC Est et Oui, honnêtement clairement. on a du mal à voir la division pourrait leur échapper après cette victoire. Ils auront une deuxième opposition de toute façon. Cette fois-ci du côté des Commanders plus tard, je ne sais plus quelle semaine, mais voilà, ça va être encore un bon duel que les deux équipes vont nous proposer. Merci beaucoup, Kevin, pour ce débrief de la NFCS, donc entre les Eagles et les Commanders pour démarrer cette semaine numéro 11. Donc, on va passer désormais à un thème que tout le monde attend depuis le début de la saison, je pense. Hein. Vu qu'on l'évalue déjà l'intersaison après avoir fait les transferts, tout le monde dit ah super, c'est toi, tu es une bonne pioche. Toi, je sais que tu ne l'es pas. Bon, maintenant, ça fait 11 semaines. Kevin, je pense que c'est le moment de faire un petit débrief, on va dire, de la free agency. Et donc, on va faire notre top flop de cette free agency pour cette semaine. Et on va tout d'abord commencer par le top du top, Kevin, le top des transactions. Ça concerne les coureurs. Parmi les tops, on a beau citer Josh Jacobs, on a aussi du Joe Mixon qui était plutôt pas mal, mais on en a sélectionné deux. Et quoi de mieux que les deux meilleurs coureurs au nombre de yards, c'est-à-dire donc Derrick Henry, donc le coureur des Ravens de Baltimore, et bien sûr, on en a parlé dans le résumé tout à l'heure, Saquon Barkley, donc le running back des Eagles de Philadelphie. Pour info, donc Kevin, avant de te laisser la parole, 16 millions sur 2 ans pour Derrick Henry, donc pour Baltimore, et 38 millions sur 3 ans pour Saquon Barkley du côté des Eagles. Laquelle parmi les deux t'as on va dire, le plus convaincu, même si ce sont bien sûr deux très belles signatures. Bah, en tout cas, la plus surprenante à mon goût, c'est celle de Derrick Henry, que beaucoup de personnes, dont moi, pensions qu'il était un peu sur une phase déclinante. C'est ce qu'il avait laissé penser de sa dernière saison à Tennessee. Il arrive dans une équipe des Ravens qui est déjà très forte à la course avec Lamar Jackson, en fait. On se demandait quel rôle pouvait avoir Derrick Henry. Est-ce que ça allait pas se marcher sur les pieds? Est-ce qu'ils allaient trouver une entente, un équilibre entre eux? Et puis, bah non, il est vraiment impressionnant, je veux dire. Voilà, sa meilleure saison en carrière, c'est 2 milliards. Il est déjà à 1120.
12 touchdowns déjà, son record c'est 16. Voilà, on est à peine à mi-saison et il s'approche déjà de ses meilleurs chiffres en carrière, malgré que Lamar Jackson court beaucoup à côté de lui. C'est très, très impressionnant. Alors, je te trouve un peu dur en disant qu'il était sur la pente descendante. Il faisait quand même des statistiques assez bonnes, on va dire, derrière une ligne des Titans, bon, qui qui n'était pas la meilleure du monde, mais quand même 1538 yards, 13 touchdowns en 2022, 1167 yards, 12 touchdowns en 2023. C'est vrai que lorsqu'il quitte Tennessee, on se disait bah, l'équipe qui va le prendre aura quelqu'un dont il faudra relancer la carrière. Ça par contre, je te rejoins. Mais on se disait, mais si le fit avec Baltimore marche bien, alors là, ça peut tout casser. La preuve, ça casse plutôt pas mal, on va dire, parce que 12 touchdowns. Et figure-toi que le duo Saquon Barkley, Derrick Henry, on va dire, squatte les premières places des meilleures performances en nombre de yards à la course cette saison. Est-ce que tu sais combien de fois ces deux joueurs ont été dans le top 10 des meilleures performances à la course cette saison, en tout cas? Est-ce que tu sais? Au moins un des deux ou les deux ensemble? Les deux ensemble. Un paquet de fois, j'imagine, peut-être 5, 6 peut-être? 6 fois. Ouais. 6 fois. 6 fois. 6 fois. Derrick Henry t'as déjà 199 yards en un match. C'était contre les Bills de Buffalo. Saquon Barkley contre les Giants. Il était tellement motivé qu'il en a fait 176. Donc c'est tellement énorme. En tout cas, bonne pioche du côté des Ravens. On savait que le fit était bon. Saquon Barkley qu'on voit ici à l'image, en tout cas sur le fauteuil. Est-ce que du côté des Eagles, il fallait un coureur pour remplacer DeAndre Swift? Forcément, le meilleur coureur sur le marché, c'était Saquon Barkley. On va pas avec Derrick Henry. Les Eagles, là aussi, se sont pas trompés. C'est pas vraiment une surprise de le trouver dans les tops. Ouais, bah, il était un peu le dernier mouvement de vie du côté des Giants la saison dernière. On savait à quel point il pouvait être très fort. Il les a portés toute l'année dernière et même les années précédentes quand il était en bonne santé. Voilà, le voir arriver à Philadelphie, on savait derrière une des meilleures lignes offensives de la ligue. Et c'est une équipe très complète. On savait que ça pouvait faire de très très gros dégâts et ça manque pas. Et il est même encore plus fort peut-être que ce qu'on avait imaginé parce que sa saison est dingue. En une demi-saison, il a déjà quasiment atteint tous ses chiffres records en une saison du côté des Giants. C'est extraordinaire. Il est il était très performant. Il trouve les brèches. Il est bon à la réception aussi. C'est vraiment exceptionnel. Ouais, on savait que c'était un joueur très complet chez les Giants, qui savait faire des réceptions, qui savait évidemment courir. Mais c'est vrai que là, 1137 yards, 8 touchdowns, donc en incluant les deux qu'il a déjà mis jeudi dernier. Donc il se rapproche déjà de sa meilleure saison en carrière quasiment, qui était 1312 yards en 2022 et où il était d'ailleurs Pro Bowler également. Euh, on va passer désormais aux équipes qui ont bien performé cette saison. Et Kevin, je vais te laisser citer ces deux équipes qui nous ont, on va dire, pas surpris, mais en tout cas qu'on pense qu'ils ont fait une free agency très très bonne pour améliorer l'équipe, en tout cas cette saison. Ouais, bah, on s'est un peu sponsorisé par la NFC Nord, ces deux équipes, puisqu'on va parler des Packers et des Minnesota Vikings qui viennent mettre beaucoup de concurrence du côté des Detroit Lions dans cette NFC Nord. Clairement, les Packers, dont on rappelle les signatures, on a Josh Jacobs qui est arrivé pour 48 millions sur 4 ans. On a également Xavier McKinney qui est arrivé aussi avec un gros contrat, en tout cas pour un safety. Euh, les Packers, clairement, on a Josh Jacobs qui est quatrième désormais en yard à la course. On a Xavier McKinney qui est numéro un, je crois, ou 2, je m'en souviens plus, numéro 2, je crois, en termes d'interception, ou alors numéro un mais à égalité, avec 6 interceptions. Clairement, bonne pioche, mais en plus, on les implique dans les jeux offensifs et défensifs des Packers. Ouais, bah, on avait déjà l'année dernière avec les Packers une équipe très très jeune, mais déjà performante malgré, je pense que c'était la moyenne d'âge la plus basse de la ligue l'année dernière. On vient ajouter deux joueurs très solides d'expérience des deux côtés du ballon, en fait, McKinney en défense et puis Jacobs en attaque.
Et bah voilà, ça fonctionne. Ces deux joueurs qui se sont magnifiquement fondus dans le schéma des Packers. Ça fonctionne. McKinney, dès les premiers matchs de la saison, a claqué des interceptions. Il a montré qu'il était déjà très performant. Jacobs, il semble monter en puissance aussi. Le début de saison était un petit peu difficile, ce qui peut aussi s'expliquer par une différence de système assez énorme entre celui des Raiders et puis celui des Packers. Mais maintenant, ça fonctionne bien. Il marque des touchdowns quasiment à tous les matchs. Et il a même marqué son premier touchdown à la réception. Donc, c'est Bah, magnifique. et ben justement, parce qu'en fait, c'est plutôt par rapport à l'an dernier, on remplace Aaron Jones, qui il me semble il a été coupé par Josh Jacobs. On remplace Darnell Savage, qui est laissé libre à la Free Agency pour prendre Xavier McKinney. Déjà là, on va dire que l'évolution est déjà énorme en termes de qualité. Mais en plus, les Green Bay Packers, ils ont aussi fait quelques transactions assez intéressantes dans ce qui concerne la free agency. On voit également voilà, Tyler Davis qui a été prolongé. Bon, ça ne rapporte pas grand-chose, mais bon, voilà, au moins tu l'as prolongé. Mais au moins avec ces deux recrues-là, on a une free agency stable du côté des Packers. On a même Keyshawn Nixon qui a été re-signé, un cornerback qui est devenu titulaire au fil des semaines. Ça marche plutôt pas mal. Et en plus, c'est dans la lignée et la continuité donc des performances qu'on voit cette saison avec les Packers. Les Vikings, maintenant, Kevin, Sam Darnold, Aaron Jones, voilà. Mais c'est surtout la défense aussi. On a Jonathan Greenard, on a André Van Ginkel et on a également Blake Cashman. 5 recrues d'envergure, même si Jonathan Greenard coûtait peut-être un peu cher. Mais sinon, c'est tout des bonnes pioches. Ouais, c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment visé juste dans chacune des recrues. C'est quand même très rare de jamais se tromper quand on fait plus de 3 4 5 recrues. Et ça marche, quoi. Bah, Sam Darnold en premier lieu, puisque voilà, tu perds JJ McCarthy dès la pré-saison, ça peut être un peu compliqué, mais voilà, Sam Darnold, bon, il a jamais eu de chance. Il est arrivé numéro 3 de la draft derrière Mayfield et Saquon Barkley. Il tombe dans le marasme des Jets, il est mis dehors, il tombe dans un autre marasme avec les Panthers. Ouais, c'est Voilà, pas terrible, finalement, j'avoue. Ouais. 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 Après, il se retrouve à faire un petit reset personnel aux Niners en tant que doublure. Il a le temps de se reconstruire. Il joue un match fin de saison. Bon, on voit que ça va beaucoup mieux pour lui. Et puis là, bah, enfin, il a une équipe fonctionnelle autour de lui avec des armes. Et il n'y a pas de secret. Le talent parle et il performe. Ça sera jamais un candidat au MVP non plus. On va pas arriver à aller là. Mais quand même, c'est très solide. Ça fait fonctionner cette équipe, cette attaque. Et c'est ce dont ils avaient besoin avec un Justin Jefferson qui demande qu'à recevoir des ballons. Ils avaient besoin de ce quarterback. Voilà, donc Sam Darnold, qui était censé être la doublure de JJ McCarthy, normalement, sur le long terme, il a peut-être lancé sa carrière. En plus de cela, on a donc Aaron Jones qui fait plutôt de très belles performances. En tout cas, c'est très solide. Il le confirme qu'il n'est pas fini, on va dire en gros, même s'il se rapproche de la trentaine, en marquant des touchdowns, en étant efficace sur les passes écrans également. En tout cas, pour être une belle soupape de sécurité à Sam Darnold. Donc ça, je pense qu'on ne dira pas le contraire. Par contre, moi, c'est surtout en défense. Voilà, on a Andrew Van Ginkel déjà à 7 sacs. Jonathan Greenard aussi, il a 7 sacs, il me semble. Et puis, on a Blake Cashman qui est un serial plaqueur, on va dire, lui qui était performant déjà au Texan. On a identifié les faiblesses, on va dire, des Vikings lors de la Free Agency. Force est de constater que ça a été comblé parce qu'ils ont laissé partir Daniel Hunter parce qu'il coûtait trop cher. Ils ont drafté Dallas Turner pour être une doublure et pourquoi pas être une future star sur ce poste-là pour plus tard. Mais clairement, on a identifié des postes à besoin et ils l'ont adressé dès la free agency, les Vikings. Ouais, et puis il y a eu des choix quand même forts. Daniel Hunter, par exemple, qui quitte le navire, on pouvait se poser des questions. Mm. Et puis là, ouais, et puis ils arrivent quand même à développer les joueurs. Je veux dire, Andrew Van Ginkel à Miami, c'était un très bon titulaire, mais il a vraiment passé un cap. Il a déjà égalé son nombre de sacs, son record de sacs sur une Mm. saison. Il fait du Ouais. fumble forcé, il a scoré Mm. 2 touchdowns. Mm. Ça a passé un vrai cap pour lui. Et ouais, comme je disais, ça tape vraiment dans le mille dans chacune des recrues, même à la draft. Dallas Turner est déjà quand même assez productif pour un rookie.
Hmm. Ouais, c'est impressionnant et c'est ça aussi qui fait qu'ils sont devenus une des meilleures défenses de la ligue alors que personne les attendait à ce niveau. Ouais, clairement. Et en plus, Kevin O'Connell n'est pas vraiment réputé pour être un coach défensif, c'est plus un coach offensif. Et ça se voit que Brian Flores a aussi eu son mot à dire, on va dire, dans les joueurs à prendre. Il y a Mozart Katkus qui me dit bon coach et un bon GM, trop content pour les Vikings. On a Scornieux qui dit Van Gieket était connu par Flores et Dolphins. Bah, voilà. Donc, clairement, il a pris des joueurs qu'il connaissait. Voilà. Bon, à part peut-être Jonathan Greenard, mais Jonathan Greenard, il fait le travail, même si je trouve que c'est quand même un peu cher, 76 millions sur 4 ans, mais ça fait le travail quand même, parce qu'il y a d'autres qui ont pris beaucoup plus et qui malheureusement ne sont pas très performants. Et sans transition, Kevin, on y va avec nos flops donc de la Free Agency. Je sais que ça vous intéresse dans le chat. N'hésitez pas à mettre vos flops aussi sur le chat. On sera curieux de savoir quelles équipes ou quels joueurs n'a pas vraiment convaincu après sa signature lors de l'intersaison. Kevin, on a 3 joueurs à notre disposition pour déterminer l'un des flops en tout cas, enfin, ou le flop de la Free Agency. On a Patrick Quinn, le linebacker des Steelers, qui a signé pour 40 millions sur 3 ans. On a Calvin Ridley, le receveur des Titans, qui est arrivé avec un énorme contrat de 92 millions sur 4 ans. Et puis on a Christian Wilkins, le defensive tackle des Raiders, 110 millions, 104 ans. Lequel pour toi est le plus retentissant parmi ces 3 joueurs? Bah, en tout cas, celui pour lequel il semblait y avoir le plus d'attentes, pour moi, c'est Patrick Quinn, qui débarque dans une équipe des Steelers qui est déjà une très bonne défense. On s'attendait à ce que voilà, ça pouvait être un peu le pendant de TJ Watt sur la deuxième ligne, côté linebacker, là où TJ Watt est très performant sur la ligne défensive. Et puis, bah, pas grand-chose. Il a jamais fait encore dans sa carrière une saison à 2 sacs ou moins. Cette année, c'est zéro. Et puis tout le reste de la ligne de stats, elle est pas mal vierge. Aucun fumble forcé, aucun fumble recouvert, aucun touchdown, aucune interception. Ok, il y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les Steelers, en le signant, attendaient quand même clairement beaucoup mieux. Et bon, pour le moment, ils s'en souffrent pas trop puisque leur défense reste performante. Mais malgré tout, il va leur falloir beaucoup, beaucoup mieux de Patrick Quinn. Ouais, que 30 plaquages et beaucoup de réceptions laissées en couverture. C'est quand même pas flamboyant pour un joueur payé aussi cher, sachant que Elandon Roberts, ça s'est coûté, fait parfois même un peu mieux pour un contrat un peu moindre. Sinon, c'est vrai qu'il est pas trop exposé parce qu'heureusement qu'il y a un pass rush et heureusement qu'il y a une couverture aérienne, on va dire, derrière. Mais quand même, 40 millions sur 3 ans et il ne fait pas les mêmes performances qu'à Baltimore. C'est un peu comme si les Ravens leur avaient offert un peu un cadeau empoisonné, j'ai l'impression, Kevin. Ouais, et puis quand même, il faut se rappeler que l'année dernière, Patrick Quinn était dans la discussion pour le meilleur linebacker de la ligue avec Roquan Smith, avec Fred Warner. Aujourd'hui, on est à des années-lumière de cette galaxie-là. Il est plus du tout dans cette discussion et c'est forcément décevant pour les Steelers qui ont quand même mis très cher sur lui. Ouais. C'est quand même très rare de citer un joueur défensif, linebacker comme flop. Et en plus, si c'est un poste de linebacker, honnêtement, on peut se poser des questions. Le deuxième, donc, c'est Calvin Ridley. 92 millions sur 4 ans. Les Titans ont payé très cher pour aider Will Levis. Alors oui, il a fait 2 touchdowns la semaine dernière, pourquoi pas. Mais quand même, 92 millions, on en attend un peu plus, Kevin. Ouais, clairement, quand on devient la recrue suivante au poste de receveur après DeAndre Hopkins, il faut se mouiller un peu la nuque quand on voit les performances qu'il fait depuis le début de la saison. Bon, c'était quand même une surprise de le voir signer aussi cher. Euh, Parce que après sa suspension pour Paris Sportif aux Falcons en tout début de carrière, il n'est jamais vraiment revenu au niveau qu'il avait avant ça. Au Hmm. Jaguars, c'était quand même pas mal. Il sort une saison à milliard, 8 touchdowns, c'est quand même intéressant. Mais de là à signer un contrat aussi énorme à Tennessee, bon, c'est quand même très cher. Et puis, bah, on le voit pas vraiment sur le terrain. Alors, la semaine dernière, je pense, ou la semaine précédente, il a quand même sorti un gros match, Ouais, deux mais voilà, touchdowns. Ouais. ouais, c'est Hmm. ça. Mais Hmm. voilà, à part ça, il s'est pas passé grand-chose. Bon, il n'est pas aidé, hein. Les Titans, il se passe pas grand-chose. Will Levis est là, il est pas là, il est là, il est pas là. On sait pas trop ce qui se passe. Bon, il est clairement pas aidé, mais il y a quand même mieux à faire, je pense. Il y a un match
de Calvin Ridley, c'était contre les Colts d'Indianapolis. Il a été visé 8 fois, 0 yard. Voilà. Mais bon, ça, c'est peut-être à cause du bras de Will Levis. Mais ce qu'on attend aussi d'un receveur payé aussi cher, c'est d'aider son quarterback. Force est de constater, Kevin, bon, oui, 3 touchdowns, mais sur 11 matchs, surtout avec un contrat comme ça, je réitère limite ma question, mais on en attend un peu plus quand même. Ouais, bah c'est sûr, on en attend beaucoup, beaucoup plus. Il a même pas fait 500 yards. C'est quand même catastrophique. Et puis, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve aux Titans parce que, voilà, un Tyler Boyd, par exemple, est arrivé et puis il n'est même pas utilisé quasiment. Alors qu'au Bengals, c'était quand même très intéressant. Il sortait des gros matchs une fois de temps en temps. Mm. C'est à se demander si ça vient vraiment du joueur ou s'il y a vraiment un problème de système autour d'eux. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. C'est parce qu'il y a peut-être un problème de système. Pourtant, à l'inverse, Tony Pollard, il a signé chez les Titans. On voit que ça marche plutôt pas mal, on va dire. Il est même... C'est pour ça qu'on a cité seulement Calvin Ridley. Sinon, les Titans auraient pu se retrouver en flop en termes d'équipe. Parce qu'il y a quand même des bonnes signatures, finalement. Du côté des Titans, il y a... c'est seulement cette signature-là qu'on comprend pas. Pourtant, Calvin Ridley, il sort d'une saison à plus de 1000 yards l'an dernier. Mais oui, pour ceux qui ne le savent pas, 1016 yards, 8 touchdowns. Donc, on peut comprendre pourquoi les Titans ont misé autant sur lui. Mais bon, tu avais déjà DeAndre Hopkins à, entre guillemets, payer avec un gros contrat. Euh, je pense qu'il fallait peut-être déjà d'abord penser ligne, ce qu'ils ont fait pourtant avec Lloyd Cushenberry et Calvin Ridley. Enfin, cet argent, je pouvais peut-être le dépenser ailleurs. Kevin, je ne sais pas ce que tu en penses de Ouais, cet avis. je pense qu'ils avaient la vision d'un Will Levis plus performant que ce qu'il n'est. C'est vrai qu'ils Hmm. sont une belle saison rookie l'année dernière. Ils pouvaient se dire on va miser sur lui, on va lui donner des armes. Mais bon, après, tu te débarrasses de DeAndre Hopkins. Finalement, tu as mis Ridley à la place, qui est pas plus performant. Il est plus jeune, mais il est aussi cher. Voilà, les choix sont quand même assez discutables. Et puis, on se rend compte que finalement, Will Levis, ça le fera peut-être pas à l'avenir. Donc est-ce Ouais. qu'on va pas devoir tout recommencer du côté de Tennessee? C'est fort probable. Bon, au moins, ils l'ont eu pendant un an. Parce que je pense qu'il va peut-être être échangé ou coupé, mais en tout cas, s'il est coupé pour un. Enfin, coupé. Échangé plutôt pour un sixième, septième tour, ce serait pas très surprenant. Voilà. Voilà, de la part d'un joueur qui a déjà quasiment 30 ans. Voilà, il aura 30 ans en décembre. Calvin Ridley, donc le mois prochain. Notre dernier flop, alors, c'est peut-être un peu dur, je l'ai un peu lu dans le chat. Christian Wilkins, donc, 110 millions sur 4 ans. Il a tout de même fait 2 sacs avant de se blesser, mais tout de même, 110 millions sur 4 ans. Est-ce que c'est pas plus une faute d'équipe d'avoir misé autant sur lui que la faute du joueur, plutôt? Ouais, bah après, c'est sûr qu'il a pas, il a pas fourni grand-chose. Je vois 11 plaquages, ça fait quand même 1 million du plaquage. Non, 10 millions du plaquage. 10 millions de plaquage. Ouais, Bon, 10 millions de plaquage, ouais. c'est quand même, c'est quand même assez cher. Bon, oui, il a été gêné par les blessures. Et puis voilà, on revient souvent au niveau des équipes qui les entourent, mais les Raiders, cette année, on est très très loin d'une équipe qui peut lui fournir quelconque aide, surtout défensivement où c'est très compliqué. Bon, il y a Max Crosby, mais c'est à peu près tout. Mais oui, il va falloir quand même lui donner plus de temps. Il a eu des blessures. On va voir ce que ça donne. Ah, mais à Miami, c'était quand même très costaud, hein, et c'était en phase ascendante, hein. Je vois 2 sacs, ensuite 1,5, ensuite 4,5, ensuite 3,5, ensuite 9 l'année dernière. Voilà, on est quand même sur une belle évolution à confirmer cette année encore. Peut-être que cette Ouais. année va être un peu la saison du nouveau départ pour l'année prochaine. Ouais, je dis pas le contraire. C'est clair que 110 millions, il l'a mérité vu les 9 sacs qu'il a fait l'an dernier avec les Dolphins. Mais clairement, là, après 5 matchs, bon, c'est vrai que c'est un peu dur de le mettre dans les flops. Mais bon, quand même, 110 millions. Moi, j'attendais, tu vois, dès les premiers matchs, un vrai impact. Un vrai impact sur l'équipe avec Max Crosby. Et force est de constater que finalement, déjà, le bilan des Raiders, voilà, il est pas terrible, mais bon, il était absent. Mais clairement, pour 2025, s'il ne fait pas une saison voilà, à la hauteur de ce qu'il avait fait lors de sa dernière saison à Miami, je pense que je vais ressortir la vidéo et dire que, bah, en fait, finalement, Christian Wilkins, c'était bien un flop. C'est vrai que c'est un peu dur, mais en tout cas, on peut être d'accord sur 2 flops, c'est Patrick Quinn et Calvin Ridley. Mais il y en a d'autres, des flops, de toute façon. Et à votre avis, pourquoi on ne les a pas évoqués? Parce qu'ils sont dans les équipes qui n'ont pas forcément été performants.
Parmi les équipes pas performantes, Kevin, il y a qui dans le lot? Écoute, bah, on a visé les Jaguars, on a visé les Jets, et puis également les Bears, hein, quand même, qui était une équipe qui a le plus recruté au niveau flashy, et que ça donne pas grand-chose. On va commencer par le cas, on va dire. Moi, je trouve que ceux qui flopent, on va dire moins, mais bon, le sentait venir, c'est les Jets. Donc, qu'on voit ici avec Aaron Rodgers. Ils ont fait quelques petites signatures, donc comme tu le disais, avec Tyron Smith, avec Morgan Moses, Mike Williams également est arrivé. Il y avait également qui d'autre qui est arrivé il y avait Hassan Reddick qui est arrivé. Et le cas Hassan Reddick illustre bien la mauvaise free agency des Jets. Ouais, bah c'est un peu les Jets et leur gestion. On peut même rajouter Aaron Rodgers finalement dans les recrues pour cette année, puisqu'il avait joué qu'un snap l'année dernière, et c'était quand Ouais. même lui qu'on attendait cette année pour enfin lancer ou relancer ces Jets qui pataugent depuis bien trop longtemps. Et ouais, la gestion compliquée. Le cas Hassan Reddick, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe. On se bat contre lui, ou c'est un coup c'est oui, un coup c'est non, tu vas pas prolonger, trop cher, pas assez cher, et puis finalement on le fait quand même rentrer en plein milieu de la saison. Ouais, c'est un peu compliqué. Et surtout aussi, tu as pris Mike Williams pour aider Aaron Rodgers. Il est déjà plus là. Ah Donc oui, tu prends Mike Williams voilà. pour aider Rodgers, finalement tu reprends Davante Adams, et puis on dit, oh, finalement t'es plus assez bon, Mike, tu peux t'en Ouais, c'est aller. ça. Voilà, il y a ça aussi. Il y a aussi, comment il s'appelle? Il y a les tackles. Morgan Moses, il est blessé maintenant. Il y a Tyron Smith, qui n'est plus le Tyron Smith des Cowboys, malheureusement pour Rodgers. Donc, avec cette équipe, on va faire un peu du all-in victorieux, mais finalement, on va pas se mentir, les Jets, ça va être compliqué pour les playoffs, à moins d'un miracle. Euh, il fallait peut-être un peu passer par une étape de reconstruction, mais avec Aaron Rodgers, c'était un peu difficile. Ouais, bah du moment où tu prends Aaron Rodgers, tu fais all-in. Le problème des all-in, c'est que bah, si ça marche, c'est formidable, tu vas au bout, les Rams peuvent en témoigner. Mais quand ça marche pas, ben, il faut tout recommencer. Tu as perdu un an, 2 ans, 3 ans dans ta reconstruction. Tu as perdu aussi des joueurs plus jeunes. Voilà, je pense à un Garrett Wilson, par exemple, Hmm. qu'on a pris pour cette reconstruction-là. Et puis là, ben, on se retrouve à lui à imposer plusieurs saisons moyennes. C'est compliqué. Et puis eux, c'est ça, ils reportent un peu la reconstruction et tout va être à refaire sans Rodgers. Mais voilà, Aaron Rodgers semble vouloir continuer encore un an de plus. Donc les Jets risquent de patauger encore un petit peu. Ils me font un peu penser, pour faire une comparaison avec le basket, la NBA, aux Brooklyn Nets, à l'époque où ils faisaient all-in avec Paul Pierce, Kevin Garnett et tout ça. Mais bon, là, c'est peut-être un autre débat. C'est sans doute un autre débat, mais on n'est pas très loin. La comparaison n'est pas très loin pour aller chercher voilà, avec des raisons, on va dire, à la mauvaise saison des Jets. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est les moins pires des trois, même si ça reste des flops tout de même dans les signatures, parce que là, par contre, dans les deux équipes qu'on a citées, on a les Bears, donc, les Chicago, on va commencer par eux. D'ailleurs, Kevin, les Bears, je sais pas si tu t'en souviens, ça fait 8 minutes que la Free Agency a démarré, et ils ont déjà annoncé une première signature. DeAndre Swift, qui est arrivé, 24 millions quand même sur 3 ans, qui est à l'image, c'est-à-dire DeAndre Swift pour ceux qui regardent. On a également Keenan Allen, qui est arrivé, également lors de la Free Agency, mais l'ajout de vétérans, plus la ligne offensive qui n'a pas vraiment été considérée. Bref, ça fait beaucoup de signatures, on va dire, ratées pour les Bears, et notamment les deux principaux que je viens de dire. Ouais, ça fait pas mal de signatures ratées. On prend des joueurs confirmés, qui ont un statut, qui ont même une petite statut de star, en fait. Et, euh, et puis, bah, ça fonctionne pas. J'ai envie de dire, le système semble un peu brisé. Il y a aussi la draft. On a quand même deux choix dans le top 10. Ça, on en Euh, parlera plus tard. ok. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont pas, c'est pas forcément terrible. Mais je comprends, effectivement. Mais même, on a Matt Pryor qui a été signé en tant que tackle et qui remplace, on va dire, comment il s'appelle le tackle gauche, Braxton Jones qui est absent. Et malheureusement, il ne convainc pas vraiment. Et on a Gerald Everett, le Tyen, qui a été signé. Je me demande si tu l'as déjà vu une fois sur le terrain. Mais pareil, 14 millions en 2 ans, ça fait cher l'apparition, on va dire.
Donc, c'est un peu dommage. Et tu as aussi Kevin Bayard qui a signé également le safety, qui est censé être un des leaders, mais qui n'est pas forcément le même que celui qu'on a vu au Tennessee Titans. Donc, clairement, Keenan Allen, par exemple, il symbolise le mauvais recrutement des Bears, à mon grand regret. Ouais, c'est vraiment décevant. Pourtant, Keenan Allen, c'était un des receveurs les plus stables dans les performances, toujours performant. En tout cas, quand il est Ouais. en bonne santé. Bon, il a raté des matchs aussi cette saison, comme chaque année, mais quand il est présent, il est très performant. Est-ce qu'il est venu là aussi dans une idée de performance ou plus en pré-retraite Mm. pour profiter de la vie, même si Chicago, c'est pas nécessairement le meilleur endroit pour profiter de la vie, mais en tout cas, voilà, où il se met Il moins y de a, pression de il y a- performance, il y a des jolies c'est pistes cyclables. Voilà. Il y a du vent, il y a des beaux la. Bon, lacs. pardon, j'allais dire le lac. Ouais, voilà, il y a des lacs. Je veux faire la patinoire dessus, tu vois. Mais en tout cas, ouais, on peut se poser la question dans quel état d'esprit il est venu, s'il était vraiment avec la niaque pour performer comme ça pouvait l'être au Chargers. Et ouais, malheureusement, ça ne marche pas trop. On parlera de Calais Williams et de Romeo Dunze dans une autre émission sur la draft. Et c'est vrai que les deux premiers tours des Chicago Bears pourraient peut-être poser question. La dernière équipe qu'on a évoquée, les Jacksonville Jaguars. Alors, eux, Kevin, ils ont fait une free agency très expérimentale, on va dire, plutôt. Parce qu'il y a quand même des recrues pas trop mal, on va dire, hein, pour compléter l'effectif, on va dire, avec justement celui sur la photo dont on voit. Gabriel Davis. On a également Harry Armstead qui est arrivé. Mais sinon, bah, pour le reste, bah, il n'y a pas forcément un joueur qui sort du lot et qui a un impact sur les résultats de l'équipe des Jacks. La preuve, c'est qu'ils sont derniers de la FC Sud. Est-ce qu'on peut dire que cette mauvaise free agency leur coûte, on va dire, la saison qu'ils font aujourd'hui? Bah, je sais pas, parce qu'il y avait il y avait quand même des joueurs intéressants dans cette équipe. Voilà. Même un Travis Etienne qui n'y arrive plus du tout. Trevor Lawrence, on peut se poser la question de sa progression. Evan Engram aussi. Voilà, il y avait quand même des joueurs intéressants déjà dans cette équipe qui auraient dû permettre, même sans recrue, de faire une saison intéressante et pourquoi pas de se battre pour les playoffs. Là, on ajoute bon, Gabe Davis qui est un peu mis dehors par les Bills parce qu'ils n'en sont pas vraiment satisfaits. On va le chercher. Pour quelle raison? On ne sait pas vraiment. Surtout qu'on va chercher Brian Thomas à la draft. Donc, pourquoi Gabe Davis? On va chercher Eric Armstead qui semblait sur la fin à San Francisco. Voilà, pour qu'il soit mis à la porte de San Francisco, c'est que c'était vraiment la fin. C'était un joueur très important dans la vie de la franchise et qui s'impliquait beaucoup dans la communauté. Donc, pour prendre la décision de le faire quitter San Francisco, c'est qu'on n'en voulait vraiment plus. On va le chercher aussi. Bon, c'est des choix bizarres qui correspondent un peu à ce qu'on voit depuis quelques années dans cette franchise, mais voilà, peu de monde pouvait s'attendre à ce que ça fonctionne, et sans surprise, ça fonctionne pas. On a Mitch Morse également qui est arrivé. On a Ezra Cleveland sur la ligne offensive. Bon, est-ce qu'il contribue, pardon, à la stabilité de la ligne? Bon, voilà, on peut toujours chercher. Puis Darnell Savage qui a été mis à la porte par les Packers et qui l'ont pas enseigné. Alors oui, il a fait une interception la saison dernière, mais on voit pas non plus l'impact que ça a sur les performances défensives, puisque le meilleur safety reste tout de même André Cisco. Et même pour terminer, ils ont signé un kicker, Joe Sly, qui a été coupé. Donc voilà, clairement, est-ce que bon, il faut un moment qu'on fasse aussi le top et flop des managers généraux, parce que c'est peut-être là finalement le problème. C'est Trent Baalke, finalement, est peut-être l'un des pires managers généraux de la ligue, non, tu penses? Ah bah c'est pas un des pires, c'est le pire et de très loin. Il y a aucune comparaison possible avec qui que ce soit d'autre. Il a coulé San Francisco littéralement avec des histoires autour de Jim Harbaugh. Il était en guerre contre lui. Il a drafté des joueurs déjà blessés. Ça n'a jamais fonctionné. San Francisco s'est retrouvé au fin fond de la ligue. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Finalement, il part à Jacksonville dans une équipe déjà talentueuse. Il fait des drafts catastrophiques, il fait des recrutements catastrophiques, mais on le garde, il continue à être en poste. Voilà, moi je trouve que c'est criminel pour qu'une équipe ait aujourd'hui Trent Baalke comme manager général, et puis il le paye aujourd'hui. Voilà, il le paye aujourd'hui. Et puis, voilà, on va clôturer là-dessus. En tout cas, moi, je pense pour les Jets, bah, ils assument leur stratégie. Ils partent dessus. De là à ce qu'ils se fassent une mauvaise free agency. Bon, là, c'est un peu logique. Les Bears, on va dire que bah, Shane Waldron en a payé le prix. Voilà, clairement. Donc, il a été licencié il y a quelques jours. Et puis, bah, les Jaguars, bah, mauvaise gestion, mauvais manager général, qui avait pris un certain Trevor Walker avant Aidan Hutchinson, et je pense que tout le monde s'en souvient encore. Mais
Mais ça fait beaucoup de mauvaises décisions et je pense qu'on aura un petit débat, peut-être dans le football, peut-être dans une autre émission, sur les pires managers généraux qui peuvent retrouver en NFL et qu'on pense que nous, en tant que présentateurs ou toi, co-animateurs, ou même les gens sur le chat, clairement, qui peuvent peut-être prendre leur place, pourraient faire mieux. Voilà donc pour le débrief et le top et le flop de l'Africa Agency 2024. Merci beaucoup, Kevin. Et on se retrouve juste après, bah, justement, pour les paris en ligne, Kevin. On va enchaîner plutôt mais le mec, il se croit dans une émission où il y a des pubs et tout à la télé. Sur TF1, c'est assez incroyable. Déjà qu'on a connu des minutes d'interruption en début d'émission, là, il se croit maintenant dans une émission gérée par TF1 en français. C'est incroyable. Pardon. Excusez-moi. Donc, les cotes via Unibet, Camille qui nous affiche le site, il est vraiment très réactif, Camille, c'est vraiment fou. Je salue Camille Saraben à la technique qui fait vraiment tout ce qu'il peut malgré nos problèmes techniques qu'on pourrait avoir. En tout cas, il est toujours là et voilà, envoyer un message voilà, à Camille pour soutenir, voilà, pour nous soutenir également sur la chaîne TD Actu. Kevin, les paris en ligne, alors la semaine dernière, c'était pas terrible hein, quand j'étais pas là. C'est quoi ce problème-là? Ah oui, tu nous manquais, Niti. Je me suis dit, je vais attendre qu'ils reviennent pour faire gagner les gens. Ah bah voilà, donc écoutez-nous maintenant. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes plus de 200 encore sur le chat. Écoutez-nous sur ces paris simples, des paris simples, estampillés AFC Nord, Kevin. Oui, on se base dans une seule division cette semaine, en commençant par une victoire des Browns face aux Saints. Les Browns qu'on voit mieux hein, quand même depuis que Jameis Winston a pris le pouvoir. Les Saints, bon, les bookmakers ont l'air de penser que la victoire de la semaine dernière face aux Falcons fait remonter leur cote, mais je suis pas spécialement convaincu. Je pense. Ouais, ouais. Bah clairement, pardon, excuse-moi, ouais, les Browns qui ont. Là, tu vois, je vois le truc en dessous là. Je vois que beaucoup de gens parient sur les Saints de la Nouvelle-Orléans à 76% et les Browns à 24%. Et pourtant, on les met dans les codes 5. Donc toi, tu crois pas du tout en fait à ce que les Saints reviennent après leur victoire de la semaine dernière et les Browns qui sortent d'une semaine de repos. Peut-être que Et ça puis en joue. plus avec une défense très affûtée qui va, je pense, faire pas mal de misère à Derek Carr. Ouais, et ça va l'énerver forcément. Alors, la deuxième équipe, vas-y, je t'en prie. Ensuite, on reste avec une équipe très en forme en ce moment avec les Ravens face aux Steelers, qui est une des affiches de la semaine quand même. On a tous hâte de voir comment Lamar Jackson et Derrick Henry vont se débrouiller face à la grosse défense des Steelers, mais bon, ils semblent quand même bien au-dessus. Les Ravens de Baltimore et contre les Pittsburgh Steelers à suivre sur M6+, je vous le rappelle, en compagnie de Raoul Villeroy et de Raphaël Masmejean qui sont dans les starting blocks. Et j'espère que vous serez nombreux à suivre sur M6+. Le troisième, encore la FC Nord, évidemment, comme j'ai déjà dit. Mais comme toujours, la FC Nord, on part en prime time directement avec le Bengals Chargers et une victoire des Bengals. Là, il faut se relancer. Les playoffs commencent à s'éloigner. Il faut gagner aujourd'hui, sinon c'est pas mal terminé pour. Pourtant, là, je vois que les Chargers sont un peu favoris avec une cote à 1,78. Mais là, pour la cote donc simple, on mise sur les Bengals, donc à 1,93. Donc 1,53 pour les Baltimore Ravens, 1,75 pour les Cleveland Browns. Et si avec 5 euros, on mise tout ça, on gagne 25 euros. Voilà, pour une belle somme, voilà, Un pour joli notre code x5. simple. Voilà, exactement. Voilà, ça va être plutôt pas trop mal. On passe à notre catégorie préférée, Kevin, évidemment la catégorie YOLO. Voilà, forcément, on va miser la même somme, mais on va gagner beaucoup plus. Donc, écoutez-nous si vous voulez être dans cette catégorie. Pour la catégorie YOLO, alors là, je cherche un peu. Là, on va aller du côté. Alors, si je m'en souviens bien, ouais, on va du côté de l'AFC Sud d'abord. Ouais, avec une victoire des Colts qui vont, selon moi, enfoncer les Jets un peu plus bas dans la crise. Voilà, la cote est plutôt jolie à 2,65 pour des Colts qui sont capables à peu près de battre n'importe qui sur ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison. Ah ouais, alors là, moi je vois sur mon site 2,55, je sais pas, là je vois, ah oui, 2,65, donc ok, 2,65. Donc pour les cotes, ah ouais, c'est une cote qui est pas trop mal, ouais. Mais sachant Mm. qu'en plus, qu'il y a Anthony Richardson qui est de retour, c'est peut-être pour ça que la cote monte. Je Ouais, je sais pense que c'est. pas.
Le C'est pas. pauvre. Oh là 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 là, c'est pas bien. Ici, arrête tes bêtises. Oh là là. C'est un bon joueur, Anthony Richardson. Misez sur lui en fantasy aussi également, si vous voulez. Voilà. Euh, Deuxième match, il y a une cote très intéressante dans le match à 22 heures. Ouais, avec les Falcons qui affrontent les Broncos. Bon, c'est un peu du 50-50 ce match, faut être honnête. Les Broncos qui sont très performants défensivement, les Falcons qui sortent d'un match difficile face aux Saints. Bon, à 2-0-5, c'est ça que je vois. Je pense que les Falcons, c'est quand même en bon 2-0-1, ouais. plan dans ce match. Ouais, 2-0-5, ouais, non, 2-0-1. 2-0-1, 2-0-1. voilà, les Falcons. Ouais, c'est vrai que c'est serré. De là à dire que voilà, ça va être évident pour les Falcons, non, pas forcément, pas forcément. On verra tout à l'heure dans les pronos, mais beaucoup ont misé sur les Falcons tout à l'heure dans les pronos de la rédaction. Et puis pour terminer, le choc de la semaine oppose les Chiefs aux Bills de Buffalo. 17 victoires aux deux équipes cette saison, 9 victoires pour les Chiefs, 8 victoires pour les Bills. Et donc, on mise sur les Chiefs, Kevin. Bah, j'aurais jamais imaginé mettre les Chiefs dans un YOLO cette saison. Ils sont Parce que invaincus, ils ont frappé absolument tout le monde, mais ils sont pas favoris face aux Bills, donc bah, je me gêne pas. Les Chiefs, quand ils sont pas favoris, on se pose pas de questions, on parie dessus. Voilà, 2-0-5, c'est une magnifique cote pour une victoire de la dernière équipe invaincue cette saison. Et donc, l'équipe reste invaincue, si on t'écoute bien, Kevin, avec les Chiefs dans la catégorie YOLO. Ça, il faut l'encadrer, ça. Les Chiefs dans la catégorie YOLO, ça, c'est assez prodigieux dans ce domaine. Donc, les Colts à 2,65, les Falcons à 2,01 et les Chiefs à 2,05. Et avec ça, on gagne le double. 50 euros, 55 Un euros. fois Ouais, 10, ouais. ouais, ouais, x 10, ouais, quasiment. Voilà, exactement. Donc, c'est pas mal comme combiné. Bon, ne loupez pas ce match entre les Chiefs et les Bills, on en parlera tout à l'heure. On passe au match, Kevin. On passe au match de M6+, les Steelers contre les Ravens. Les marqueurs de touchdown, on y va donc avec un joueur évident sur qui miser si on veut gagner un peu des sous. Ouais, bah, il passe beaucoup cette saison, mais il est encore capable de marquer par lui-même avec Lamar Jackson, donc, qui voilà, vraiment une belle cote là, cette semaine pour aller marquer un touchdown. Euh, Ouais, vas-y, tu peux enchaîner. Bon, ok, j'enchaîne avec de l'autre côté, en fait, le coureur des Steelers, Najee Harris. Là aussi, plutôt une jolie cote et il marque très très souvent quand même Najee Harris cette saison. Il a complètement écarté la concurrence de Jalen Warren, donc je pense, aller sur lui. Et puis on termine, j'aime bien terminer avec un tight end. Il y en a un qui est très très en forme ces dernières semaines, il s'appelle Mark Andrews. Je le vois bien aussi, pourquoi pas entrer dans la end zone avec le ballon cette semaine. Putain, je vois Lamar Jackson et Marc Andrews, ils ont la même cote là, à 3. C'est pas un peu étonnant pour toi? C'est très étonnant, j'aurais mis Lamar Jackson quand même nettement plus bas, donc raison de plus Ouais. pour le tenter. Voilà, et je vois George Pickens devant Najee Harris pour le marqueur de touchdown. C'est pareil là, ça Peut-être me. peut-être que les bookmakers se disent que les Steelers vont être en retard et vont devoir faire pas mal de passes. Puis Russell Wilson, ça marche pas mal avec George Pickens. Ouais, ouais, c'est vrai que t'as pas tort sur ce coup-là. Et donc, si on fait tout ça et si on mise 5 euros avec une cote à 19,10 au total, avec MyBet, voilà, ça nous fait une jolie somme de ouais, 90 euros. Ouais, c'est ça, c'est de ce que je vois là sur 95 euros même, 95,50 euros. Donc, ce qui est vraiment très intéressant. Une fois pour ce match, je vous rappelle, sur M6+, entre les Pittsburgh Steelers et les Baltimore Ravens. Le choc donc de la division FC Nord. Justement, les pronos de la rédaction, Kevin, on va enchaîner. Il nous reste tout de même 20 minutes d'émission. On y va, on est à peu près dans le temps. On est légèrement en retard, mais on est dans le temps. Donc, les pronos donc, de la rédaction. Tout le monde a marqué des points, sauf Jean-Michel sur le premier match entre les Eagles et les Commanders. Chapeau, Jean-Michel, d'avoir misé hein, sur les Commanders. Il fallait vraiment le faire. Voilà, j'aimerais avoir ton, ton enthousiasme, en tout cas, enfin, en tout cas sur les Commanders. Donc, on a beaucoup de matchs à 19h. On a un duel de division donc, entre les Bears et les Packers, mais aussi entre les Steelers et les Ravens qui est sur M6+.
On a également d'autres matchs comme le Lions-Jaguars, Titans contre les Vikings, Dolphins contre Raiders, Patriots contre Rams, Saints contre les Browns et enfin les Jets contre les Colts. Justement, ce duel NFC Nord entre les Bears et les Packers, Kevin. Là, tout le monde mise sur les Packers. Donc, 4 à la suite pour les Bears, pour toi aussi? Ouais, les Packers quand même paraissent nettement au-dessus. Une surprise est toujours possible, hein. Les Bears peuvent accrocher aussi n'importe qui dans un bon jour, mais quand même, les Packers paraissent un bon choix. Est-ce que Jordan Love, il va être en bonne santé ou est-ce que tu penses qu'il est encore diminué? Ouais, je pense que Jordan Love va diminuer toute la saison. Dès qu'il revient, il se refait un peu mal. Voilà, je pense pas qu'on peut espérer un Jordan Love à 100%. Il va traîner des petits bobos toute la saison, mais je pense que c'est suffisant quand même pour taper les Bears. Un autre 4 à la suite, Kevin, avec les Jaguars, donc qui se déplacent aux Lions et les 3. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les packs, moi j'ai vu la cote, elle était quasiment à 7, la cote des Jaguars face à cette équipe des Lions. Donc on a la 4 à la suite pour les Jaguars ou le grand 8 pour les Lions. Bah, je pense pas qu'une personne normalement constituée peut prédire une victoire des Jaguars sur ce match, tellement les Lions, ça a été impressionnant. Ouais, tu l'as dit, la cote des Jaguars, elle est à 6,40 en ce moment. Personne n'imagine une victoire des Jaguars. Voilà, et donc on a les Steelers contre les Ravens, donc match sur M6+. On est d'accord, c'est le meilleur match de ce cru de 19h, Kevin, on va pas se mentir. Ouais, ça semble effectivement l'être. De belles équipes, les Steelers aussi qui jouent plutôt bien. On va voir ce que ça va donner. Mais ouais, c'est un très beau match à suivre et pas surpris de voir les Ravens quand même assez nettement favoris selon les gars de l'équipe. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, il y a que moi qui ai misé sur les Steelers. Voilà, je tente le YOLO. Voilà, clairement, pour T'as du rester retard à dans le rattraper, thème. Miti? Non, j'ai pas du retard à rattraper. Je suis sur le podium en ce moment. Je suis troisième, donc, enfin, troisième avec qualité, hein, avec Raoul, avec Raoul. Non, je crois que c'est Alain et, euh, et je sais plus qui m'accompagne. Je crois qu'il y a que Alain qui m'accompagne, ou Grégory aussi qui m'accompagne sur la troisième marche du podium. Pour le moment, là, pour l'instant, on est regroupé, on est dans les poursuivants, on va dire, pour chasser le duo de tête constitué de Raoul et de Raphaël. Justement, ça tombe bien, les deux vont commenter sur un 6 c'est dire, tu vois. Donc, faut les écouter, forcément. Ils vont dire des super conseils. Est-ce que le Dolphins Raiders, est-ce que c'est pas le match un peu de la loose, ça? Parce que Dolphins, 3 victoires, 6 défaites. Raiders, 2 victoires, 7 défaites. Ouais, bah, on a quand même des Dolphins qui ont récupéré pas mal de monde. C'est une belle occasion pour eux de se relancer, et de redémarrer une nouvelle dynamique avec un Tagovailoa qui devrait quand même monter en puissance. Ça fait plusieurs matchs qu'il est revenu. Ouais, c'est le début de la remontada, quoi, comme on dit. Une tentative en tout cas. Une tentative, allez, ouais, allez, on va être gentil, une tentative. Trois matchs à 22h à notre disposition, Kevin. Donc le Broncos Falcons, on l'a dit, ce sera très serré, 50-50. Et la preuve, c'est que c'est pas du tout le cas de la rédaction où beaucoup misent sur les Falcons plutôt que les Broncos. Donc l'expérience plus que la jeunesse, voilà, du côté de ce match-là. Mais j'aimerais insister sur un duel qui va t'intéresser, un duel NFC West entre les 49ers de San Francisco et les Seattle Seahawks. Est-ce qu'avec le retour de DK Metcalf, on voit le réveil des Seahawks après la bye week ou alors les 49ers vont faire ce qu'on appelle entre guillemets un statement et réussir une victoire convaincante désormais pour l'emporter face aux Seahawks. Alors, une victoire convaincante des Niners, pas sûr. Ils ont du mal à justement en fournir une cette saison. On est dans un match de division. Les Seahawks, bon, depuis quelques années, c'est quand même un avantage à San Francisco, mais bon, il y a rarement un énorme écart de points entre les deux. Donc, non, une victoire de San Francisco me paraît quand même assez nette et évidente à voir. De là, avoir un gros écart, non, mais je vois pas vraiment où les Seahawks peuvent avoir un espoir là, en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'en plus avec la retraite de Connor Williams, il n'y a peut-être pas forcément d'automatisme dans la ligne offensive pour protéger un Geno Smith qui parfois semble perdu lorsqu'il a la pression qui arrive sur lui. Et ensuite, bah, évidemment, le meilleur match de cette semaine, c'est à 22h25. Les Buffalo Bills qui reçoivent les Kansas City Chiefs. Deux équipes en tête de leur division, AFC Nord et AFC West.
Josh Allen contre Patrick Mahomes, clairement, Kevin, ça fait saliver là. Ouais, le match que tout le monde aurait rêvé de voir en prime time. Encore une fois, la ligue qui nous prive d'affiches en prime time. Je sais pas pourquoi, c'est quand même régulier. Il y avait eu un 49ers Chiefs aussi qu'on avait vu à 22 heures. Bon, c'est assez incompréhensible. Mais oui, c'est un match extraordinaire. Tout le monde a envie de voir ça. Ils ont Donc, préféré mettre Jim Harbaugh en prime time, tu comprends, hein, tu vois, c'est Jim Harbaugh avant Patrick Mahomes et Josh Allen. Voilà, faut les eh oui. comprendre, la ligue. Faut respecter les personnes, les grandes personnes, voilà, les personnes sur le banc, voilà, les entraîneurs également, faut les respecter. Effectivement, bah, écoute, après, tant mieux pour les Français. C'est à une heure bien plus Ah ouais. respectable qu'à 2 heures du matin. Donc, tant mieux. Clairement, ouais. Je répète, hein, Kevin est au Canada, donc c'est normal qu'il veut avoir son match en prime time entre les Bills et les Chiefs. Mais oui, comme le dit Totor, où nous, ça nous arrange que ce soit pas en prime time, oui. Mais après, ça se termine Clairement. à 1h30, 2h du matin hein, aussi hein, chez nous. Donc, voilà. Donc, ne soyez pas étonnés si ce match va en prolongation et que les Chiefs gagnent encore hein, sur un touchdown de Travis Kelce. Voilà, ça va être ça le scénario. Il est écrit d'avance, forcément. Parce que là, on voit sur les paris, finalement, qu'il n'y a que deux personnes qui misent sur les Chiefs, c'est Raoul et Victor, et que la majorité donc mise sur les Bills. Donc, d'ailleurs, j'ai même pas vu dans les bookmakers de Las Vegas qui était le favori, mais clairement, Kevin, toi, ce serait quoi, toi, ton pronostic? Bah, moi, je suis clairement Chiefs sur ce qui monte depuis le début de la saison. Josh Allen a montré quand même de grosses limites face à des bonnes défenses. Hmm. Et a raison, il a peu de receveurs finalement. Voilà, il va vraiment galérer contre cette défense des Chiefs. Mahomes, lui, bon, les stats sont pas extraordinaires, mais il trouve toujours un moyen. Je vois quand même les Chiefs et je suis plutôt surpris de voir à ce point-là les Bills dans ce tableau. Ouais, Patrick Mahomes, il va nous sortir le match de l'année. Personne ne va comprendre, évidemment, alors que pourtant, il ne faut pas être surpris. Justement, le Sunday Night Football, donc le match en prime time du côté des États-Unis, les Los Angeles Chargers et leur attaque au sol à gogo contre les Bengals de Cincinnati et leur attaque aérienne à gogo. Quelle attaque va remporter pour toi? Bah, les Bengals, c'est quand même assez impressionnant en ce moment. Oui, ils ont perdu la semaine dernière, mais le match de fou de Joe Burrow et de Jamar Chase montre que ça y est, ils sont à leur sommet en ce moment. Bon, c'est un peu un schéma qu'on voit souvent avec les Bengals, ils commencent doucement et ils montent en puissance. Là, cette année, ils ont du retard à rattraper. Donc là, face aux Chargers, il n'y a plus le choix, il faut gagner, il faut faire une grosse performance et une victoire. Ouais, c'est ce que je comprends. La dernière chance pour les Bengals s'ils veulent encore espérer accrocher une place en playoff. Sinon, on va pas se mentir dans cette AFC Nord très compliqué. C'est quasiment terminé. Et enfin, le Monday Night Football, un duel texan à notre disposition entre les Dallas Cowboys sans Dak Prescott et peut-être sans CeeDee Lamb face aux Houston Texans avec CJ Stroud et peut-être avec Nico Collins. On va pas se mentir, Kevin, les Texans, ils gagnent facilement. Oui, je pense, là, les Cowboys, honnêtement, la saison est quasiment terminée pour eux. Ils ont perdu leur quarterback, il y a plus grand-chose qui fonctionne. Probablement que ça va aussi passer par un changement de coach à l'intersaison. Voilà, les Cowboys, on peut oublier, les Texans sont quand même sur une belle, belle saison quand même. Donc, ouais, quand même Oui, les Texans. oui, oui. Oui, ils sont dans une division où tout le monde est en train de galérer, sauf eux. Donc, ils ont un peu de marge, on va dire, les Texans. Ils peuvent même perdre ce match. Je pense que voilà, ils ont encore grillé un joker, mais ça fera tâche quand même face à une équipe B, on va dire, des Cowboys. C'est privé D'autant de qu'ils ont perdu leur. sur les Jets il y a 2 semaines, donc faut arrêter les Ouais, défaites de tâches. voilà, c'est ça. Faut arrêter les défaites un peu tâches et un peu contraignante, on va dire, pour Demeco Ryans et ses hommes. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ces nombreux matchs, seulement 11. Voilà, un programme très copieux, voilà, avec de très bons matchs à suivre, que ce soit 19h, 22h et même la nuit du côté de la France. Pour ceux qui habitent ailleurs, voilà, vous pouvez aussi, en tout cas, se réjouir d'un tel programme. Kevin, je vais te laisser te préparer pour regarder les nombreux matchs qui sont à ta disposition. Merci à toi. Merci encore de m'avoir accompagné et on te souhaite un très bon dimanche, une très bonne fin de week-end. Et puis probablement peut-être à la semaine prochaine. Salut, salut Kevin. Salut Nitilia, merci. Et on va donc quitter Kevin pour passer au quiz de la semaine. Et je pense que vous l'avez sans doute
remarqué, mais on n'a plus donc le quiz kit. Donc Camille, je ne sais pas comment on va faire, que je pose des questions et le chat répond, j'imagine, c'est ça. Et Ouais. après, il faut que je compte qui a répondu bon, c'est ça. Donc Ouais, on va faire comme ça. ouais, à peu près. Je pense, je sais pas si on fera un prix pour cette fois, mais ouais, on n'a pas de Ouais. solution là pour cette fois-ci. Voilà, donc bon, répondez tout de même. Moi, je vais tirer au sort ceux qui ont bien répondu les 5 questions. Et voilà, donc attention si vous, entre guillemets, connaissez la réponse. Voilà. Par contre, c'est celui qui répond rapidement, forcément, qui va gagner sans doute le ou les cadeaux qu'on va lui donner cette semaine. Voilà donc pour les modalités du quiz. On va régler ça pour les semaines suivantes pour voir si l'extension QuizKit va revenir. En tout cas, le thème de ce quiz, bah, ça concerne la Free Agency. Camille, je ne sais pas si tu as les questions sous les yeux ou sinon je l'ai dit à l'oral. Ouais, c'est ça, dis-les à l'oral directement. Ok, bah, je vais les dire à l'oral et puis on laissera combien de temps pour répondre 30 secondes, c'est 30 secondes, c'est ça ou 20 secondes qu'on laissait? Je C'est sais 30 secondes, pas. 20 secondes en général. 20 secondes qu'on laisse. Alors attends, on va improviser, on va faire dans les. Moi, je vais préparer un chrono. Alors attends, hop, je vais faire un truc, je vais préparer un petit chrono. Ah mince, non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, hop, voilà, hop, et c'est bon, on va pouvoir lancer donc le quiz. Oui, c'est toujours un QCM. Oui. Enfin, je sais pas si je dis les réponses d'un coup, enfin les réponses que j'avais prévues également. Donc, je sais pas trop. Donc, ok. Donc, je vais énoncer la question. Je vais aussi bah, mettre les réponses peut-être dans le chat. Je sais pas, Camille, si on fait un truc dans le chat également. Peut-être, je ne Ouais, sais je pas. peux les copier, effectivement, si tu veux. Ouais, tu peux les copier dans le chat. Attention, charge l'ordre des réponses, sinon ça va être un peu suspect. Voilà. Donc, la première question, donc c'est facile, c'est la suivante. Donc, où a signé Saquon Barkley lors de la dernière intersaison? Est-ce les New York Giants, les Washington Commanders, les Dallas Cowboys ou les Philadelphia Eagles? Alors là, oui. Là, je vois beaucoup qui répondent rapidement. Voilà, donc bon, c'est pas la peine d'écrire finalement, Camille, t'inquiète pas, donc ça va être ça. Attention, hein, je vous vois les gens qui sont sur Google. Voilà, donc attention. Donc celui qui répond rapidement, de toute façon, auront les cadeaux. Voilà. Donc, le problème, ah oui, c'est que tout le monde n'a pas les questions en même temps. Bah oui, c'est aussi ça. Il faut que vous ayez une bonne connexion Internet aussi pour pouvoir répondre rapidement à cette question. Ok, donc deuxième question. Combien de touchdowns a inscrit Derrick Henry à la course durant sa carrière au Titan, playoff inclus? Voilà. Donc, c'est ça la question. Les réponses sont les suivantes: 94, 102, 121, 128. Alors, je vois des réponses vraiment partout. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a répondu bon. Voilà. C'est Matt Etienne qui a répondu 94. Et oui, c'est la bonne réponse, 94. Bah parce que 102, en fait, c'est le nombre de touchdowns qu'il avait mis dans sa période Titan, enfin, dans sa période Titan, pardon, en tout, voilà, en tout cas, dans sa carrière, je crois que non, c'était 121, pardon, 121 en tout, voilà, Baltimore inclus. Et puis 128, c'était lorsqu'il avait aussi les playoffs également inclus. Voilà, donc avec les Titans avec les Titans et les Baltimore. Donc voilà. Donc, Derrick Henry, 94 touchdowns, il a mis durant sa carrière au Titan, playoff inclus. Voilà. Donc c'était bien 94. Donc ensuite, troisième question. Donc tu peux la mettre, Camille, la question. Donc ça, c'était un peu compliqué, la deuxième question. Patrick Quinn, il a joué dans quelle équipe avant de rejoindre les Pittsburgh Steelers? Les Ravens, les Browns, les Bengals ou les Bills? Ah, voilà, c'était rapide.
Ouais, c'était bien. Euh, je vois qu'il y a des habitués dans le chat qui sont là. Un peu d'indulgence dans le chat, s'il vous plaît. Donc, Patrick Quinn, il a joué aux Ravens de Baltimore. Je vois Alicia Matt qui a été la première à bien répondre. Donc, ça, c'est très bien. On va passer à la quatrième question. Il nous reste 5 minutes. Donc, quatrième question. Hassan Reddick, il a joué pour 4 équipes en carrière. Cardinals, Eagles, Jets et... Est-ce que c'est les Saints, les Falcons, les Buccaneers ou les Panthers? C'est pas... Ça y est, les 20 secondes viennent de terminer. Alors, tout le monde pense les Bucks. Je sais pas avec qui vous confondez, je sais pas trop, mais Tarn et fils, Droid 214 notamment, et Lamignos ont bien répondu. C'est bien les Panthers. Il y a Caroline, et oui, il a passé une saison là-bas. Il a enregistré 11 sacs durant cette période-là. Donc oui, il est bien allé aux Panthers avant de rejoindre les Eagles de Philadelphie, puis ensuite les Jets de New York. Et puis pour terminer, dernière question. Camille, je ne sais pas si tu peux l'afficher, cette dernière question. Voilà, lors de quelle saison le receveur Keenan Allen réalise son record nombre de réceptions en saison régulière? Mettez juste l'année. Voilà. En quelle année, en gros, Keenan Allen réalise son record de nombre de réceptions en saison régulière? Je vois qu'il y a des gens qui répondent dans le futur. Peut-être, hein, Marco 74 Foot, qu'il réalisera sa meilleure saison en 2025. Pourquoi pas. Mais non, je vois la réponse. C'est Matt Etienne 34 qui la donne en premier. C'est 2023. C'est 2023 et non pas 2022. Donc, non, c'est 2022. Il a fait même une de ses pires saisons. Il me semble qu'il en allait en 2022. Et 2019, ouais, c'était l'une de ses nombreuses saisons, mais c'était avec un touchdown. Voilà. Donc, avec le nombre de touchdowns, je pense, il me semble qu'Inan Allen qu'il avait mis au moins une bonne quinzaine de touchdowns. Mais en tout cas, voilà pour le quiz. Enfin, le quiz, normalement, qui aurait dû être disponible via notre quiz kit. Et Camille, je ne sais pas si tu as Ouais. noté Ouais, les... j'ai Ah, noté et je pense qu'on a un gagnant avec toute ouais, l'imprécision qu'on peut avoir, mais c'est le premier à avoir donné, je crois, c'est 2023 hein, la dernière réponse, la bonne ouais, réponse. Hein. c'est ça. C'était C'est pas ça. Matt Etienne l'a donné en premier, mais il a eu faux sur d'autres Oui, questions et le premier c'est ça. après, c'est Sombretex qui a priori OK. a répondu juste à toutes les questions. Donc Donc, Sombre Tex vas-y, qui a gagné. c'est ça. OK. Et ben, Sombre Tex, voilà, tu es le gagnant donc, de ce quiz de la semaine. On va te contacter plus tard, voilà, dans quelques secondes, après la fin de cette émission qui est dans 30 secondes. Voilà. Donc, pour conclure cette émission, en tout cas, je vous remercie d'avoir toujours été à mes côtés malgré l'interruption du début de l'émission. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir accompagné pendant 1h30 voilà, dans cette émission, toujours sponsorisée par notre partenaire de part en ligne, Unibet, juste là. Euh, Passez un bon dimanche de NFL et profitez bien de M6 Plus avec Raoul Villeroy et Raphaël Maslejean pour le match Steelers-Ravens. N'oubliez pas, toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com, les réseaux sociaux et le Tipeee qui permet de financer ce live Twitch, mais aussi les nombreux podcasts qu'il y aura au cours de la semaine prochaine, le débrief, la preview, les jeunes joueurs, la fantasy, bref, il y en aura encore pour tous les goûts la semaine prochaine sur TD Actu. Merci beaucoup de votre fidélité et à la semaine prochaine. À bientôt. Salut.